15 janvier 2026, Antonio Guterres s'est présenté devant l'Assemblée générale des Nations unies pour la dernière fois de son mandat. Son message central tenait en une phrase qui résonne comme un manifeste moral. Je cite : « La charte n'est pas un menu à la carte, c'est un menu à prix fixe. » Un appel solennel au respect intégral du droit international, sans exception, sans condition, sans discussion. Des jours plus tôt, le drapeau de la République démocratique du Congo était hissé au siège des Nations unies à New York. Notre pays siégeait au Conseil de sécurité pour la première fois depuis 35 ans, avec un score remarquable de 183 voix sur 187. Un moment d'espoir, une promesse de changement. Mais ce même jour, pendant que notre drapeau flottait à New York, l'Est du Congo continuait de brûler. Goma et Bukavu restaient sous contrôle du M23. Les 4000 soldats rwandais occupaient toujours notre territoire. Les exportations rwandaises de coltan continuaient de doubler grâce au pillage de nos mines. Et le Conseil de sécurité, cette institution où nous venons de prendre place, continuait de discuter sans jamais agir. Alors quand Guterres affirme que la charte n'est pas un menu à la carte, de quoi parle-t-il exactement ? Parle-t-il de l'Est du Congo, où depuis 30 ans, les règles de la charte sont violées quotidiennement sans que personne n'en paie le prix ? Parle-t-il de ces 6 millions de Congolais morts pendant que le Conseil de sécurité exprimait sa préoccupation et rédigeait des résolutions creuses ? Bienvenue sur Inside News Review. Aujourd'hui, nous allons confronter les 3 principes énoncés par Guterres à la réalité que nous vivons en République démocratique du Congo. Nous allons exposer le double standard caché derrière ce discours apparemment vertueux. Nous allons démontrer, fait à l'appui, que le menu à prix fixe dont parle le secrétaire général n'existe que pour ceux qui n'ont ni le pouvoir, ni les protections nécessaires pour choisir à la carte. Guterres déclare dans son allocution que nous devons respecter la Charte des Nations Unies pleinement et fidèlement, sans condition, sans exception, sans discussion. Il ajoute que l'érosion du droit international se déroule sous les yeux du monde entier, sur nos écrans, en direct, en 4K. Il cite l'usage illégal de la force, les attaques contre les civils, le pillage des ressources. Confrontons ces paroles à notre réalité congolaise. Depuis 1996, la République démocratique du Congo subit une agression permanente orchestrée par le Rwanda. L'article 2, paragraphe 4 de la charte que Guterres invoque interdit formellement le recours à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Cette interdiction absolue ne comporte que 2 exceptions, la légitime défense en réponse à une attaque armée ou l'autorisation explicite du Conseil de sécurité. Le Rwanda n'a pas été attaqué par la RDC. Le Conseil de sécurité n'a jamais autorisé l'occupation de l'Est du Congo. Pourtant, cette violation flagrante de la charte dure depuis 30 ans. 30 ans que le même article que Guterres qualifie de menu à prix fixe est violé quotidiennement sur notre sol. 30 ans que nous attendons que ce menu à prix fixe s'applique aussi à nous. Les chiffres sont là, documentés, vérifiables. Depuis 1996, les conflits dans l'Est ont causé la mort de plus de 6 millions de Congolais. 6 millions, c'est le plus grand bilan humain de tous les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. 6 millions de Congolais morts pendant que le Conseil de sécurité, cette institution où nous siégeons maintenant, discutait, rédigeait des communiqués, exprimait sa préoccupation et ne faisait strictement rien de contraignant. Guterres parle du pillage des ressources comme d'une érosion du droit international. Soyons précis sur ce que signifie ce pillage pour le peuple congolais. La RDC possède des réserves minérales estimées à 24 000 milliards de dollars. Nous détenons 70% des réserves mondiales de coltan, minerai indispensable pour tous les smartphones et ordinateurs de la planète. Nous possédons 50% des réserves mondiales de cobalt, essentiel pour les batteries des véhicules électriques. Mais pendant que le monde entier consomme nos minerais, l'Est du Congo est occupé militairement par le Rwanda. Les rapports des experts de l'ONU le documentent année après année. Le Rwanda, pays sans ressources minières significatives,
est devenu mystérieusement l'un des principaux exportateurs mondiaux de coltan. D'où vient ce coltan? De la mine de Roubaïa dans le Nord Kivu, contrôlée par le M23, soutenu par 4000 soldats rwandais, dont la présence est documentée par les experts de l'ONU. Les exportations rwandaises de coltan ont doublé depuis que le M23 contrôle cette mine. Ce n'est pas une allégation, c'est un fait établi. Mais aucune sanction n'a jamais été imposée au Rwanda pour ce pillage systématique. Pourquoi? Parce que le Rwanda bénéficie de la protection des États-Unis et du Royaume-Uni, deux membres permanents du Conseil de sécurité dotés du droit de veto. Le 4 décembre 2025, Paul Kagame a signé les accords de Washington sous le regard bienveillant de Donald Trump. Ces accords prévoyaient la fin des hostilités dans l'est du Congo. Le même jour, les combats ont continué. Le M23 a maintenu son contrôle sur Goma et Bukavu. Les 4000 soldats rwandais sont restés sur notre territoire. Et qu'a fait le Conseil de sécurité? Rien. Voilà le double standard. Le Rwanda viole l'article 2, paragraphe 4 de la Charte depuis 30 ans et ne subit aucune conséquence. Mais si le Congo exerçait son droit de légitime défense garanti par l'article 51 de la Charte, si nous frappions les bases arrières du M23 sur le territoire rwandais, nous serions sanctionnés en 48 heures. Une résolution condamnant la RDC serait rédigée immédiatement. Des sanctions seraient proposées, embargo sur les armes, gel des avoirs, interdiction de voyager. Et cette résolution passerait, car aucun membre permanent n'opposerait son veto pour protéger le Congo. Nous ne sommes l'allié stratégique de personne. La MONUSCO, cette mission de maintien de la paix dont Guterres est si fier, a coûté des milliards de dollars depuis 25 ans. Quel est le résultat? L'Est du Congo est toujours en guerre. Goma et Bukavu sont contrôlés par le M23. Les viols systématiques continuent. Le pillage des ressources s'intensifie. La vice-ministre des Affaires étrangères, Noël Agagato Nakipone, a reconnu cette réalité lors de la cérémonie d'installation de la RDC au Conseil. Je cite, en tant que pays hôte, depuis plus de 2 décennies, de l'une des plus grandes missions de maintien de la paix, la RDC a acquis une expérience concrète des défis et des limites de ses instruments. Traduisons cette langue diplomatique. La MONUSCO ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. Elle ne fonctionnera jamais tant que son mandat sera rédigé pour gérer le chaos plutôt que pour éliminer ses causes. Et quelle est la cause principale du chaos dans l'Est? L'agression rwandaise soutenue tacitement par les grandes puissances qui bénéficient du pillage de nos ressources à prix cassés. Tant que cette prédation économique sera plus rentable que la paix, l'instabilité continuera. Tant que le Rwanda gagnera plus d'argent en occupant l'Est du Congo qu'en respectant le droit international, l'agression continuera. Tant que les multinationales occidentales et asiatiques pourront acheter nos minerais à prix cassés via le Rwanda sans être inquiétés, le pillage continuera. Alors, quand Guterres affirme que la charte n'est pas un menu à la carte, il ment. Pour le Congo, la charte a toujours été un menu à la carte où d'autres choisissent pour nous. Ils choisissent quand intervenir et quand regarder ailleurs. Ils choisissent quand appliquer le droit international et quand le suspendre. Ils choisissent quelles vies valent la peine d'être protégées et lesquelles sont, pour reprendre le mot terrible utilisé pour décrire les Palestiniens, jetables. Le deuxième principe énoncé par Guterres est celui d'une action inlassable en faveur d'une paix qui va de pair avec la justice. Il cite plusieurs conflits dans le monde et ajoute cette phrase qui devrait nous interpeller. Je cite, « Du Yémen à la République démocratique du Congo, d'Haïti au Sahel, en passant par le Myanmar et ailleurs dans le monde, nous ne devons jamais renoncer à notre quête de la paix. Du Yémen à la République démocratique du Congo. » Une formulation en passant. Le Congo cité dans une liste de conflits multiples, sans analyse spécifique, sans mention de l'agression rwandaise, sans mention des 4000 soldats étrangers qui occupent notre territoire. Juste une mention générique qui nous place au même niveau que les autres tragédies du monde. Comme si tous les conflits avaient les mêmes causes et méritaient le même traitement. Cette rhétorique égalisatrice masque une hiérarchie brutale
dans la réponse internationale. Comparons le traitement du conflit congolais à celui d'autres situations. Gaza, malgré 7 vétos américains, occupe l'agenda international quotidiennement. L'Ukraine bénéficie de 183 milliards de dollars d'aide militaire américaine depuis 2022 et d'une couverture médiatique permanente. Le Soudan fait régulièrement les manchettes. Et le Congo? Le Congo est mentionné en passant dans une liste. Pourquoi cette différence de traitement? Christian Moleka, coordinateur de la dynamique des politologues de RDC, a posé le diagnostic avec lucidité. L'attention internationale sur le conflit congolais est volatile. D'autres crises peuvent instantanément capter l'agenda du Conseil et reléguer nos tragédies au second plan. Mais cette volatilité n'est pas naturelle, elle est organisée. Quand un conflit gêne les intérêts des grandes puissances, il disparaît de l'agenda. Quand il sert leurs intérêts, il devient une priorité absolue. Le Congo illustre un troisième cas, le plus pervers. Un conflit maintenu à basse intensité médiatique parce que l'instabilité sert les intérêts économiques de tous. Tant que l'Est brûle, les minerais sortent à prix cassé via des circuits illégaux contrôlés par le Rwanda. Tout le monde y gagne, sauf le peuple congolais. Guterres affirme qu'il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Sinon, toute solution sera précaire. Appliquons cette analyse au Congo avec la rigueur qu'elle mérite. Quelle est la cause profonde du conflit dans l'Est? Ce n'est pas une guerre ethnique, comme certains médias occidentaux aiment à le répéter, pour masquer les vrais enjeux. La cause profonde, documentée par tous les rapports d'experts de l'ONU, c'est le pillage systématique de nos ressources minières par des puissances étrangères, avec la complicité du Rwanda comme intermédiaire. Le cobalt congolais alimente les batteries des véhicules électriques censés sauver la planète du changement climatique, que Guterres évoque également dans son discours. Le coltan congolais est dans chaque smartphone, chaque ordinateur, chaque console de jeu. L'or congolais transite par les circuits de Dubaï et finance l'économie mondiale. Mais pendant que le monde entier consomme nos minerais, les populations de l'Est meurent de faim, de violence, de maladies. Les minerais sont extraits des mines occupées dans l'Est du Congo, transportés vers le Rwanda, certifiés frauduleusement comme rwandais, puis exportés légalement sur les marchés internationaux. Le système de traçabilité des minerais, censé empêcher le commerce des minerais de conflit, est contourné à chaque étape avec la complicité passive des acheteurs internationaux, qui préfèrent ne pas poser trop de questions. Tant que cette prédation économique va être plus rentable que la paix, l'instabilité continuera. Guterres affirme « Il n'y a pas de paix durable sans développement durable ». Il souligne que ce n'est pas une coïncidence si 9 des 10 pays ayant les indicateurs de développement humain les plus faibles sont actuellement en situation de conflit. L'analyse est correcte, mais elle devient une insulte quand on l'applique au Congo sans nommer les responsables de notre sous-développement. La RDC possède des réserves minérales estimées à 24 000 milliards de dollars. Nous sommes potentiellement l'un des pays les plus riches du monde. Pourtant, nous figurons parmi les pays les plus pauvres en développement humain. Pourquoi? Parce que nos richesses ne nous appartiennent pas. Elles sont extraites illégalement, exportées frauduleusement et vendues internationalement pendant que nos populations n'en voient pas un centime. Guterres déclare que les pays en développement sont malmenés et meurtris par une marge de manœuvre budgétaire limitée, un fardeau de la dette écrasant et une inflation galopante. Mais comment le Congo peut-il investir dans le développement quand l'Est du pays, où se concentrent 70% de nos richesses minérales, est occupé militairement depuis 30 ans? Voici la contradiction mortelle de son discours. Il appelle à s'attaquer aux causes profondes des conflits, mais il refuse de nommer ces causes quand elles impliquent les intérêts économiques des grandes puissances. Il appelle au développement durable, mais il ne dit rien sur le pillage qui empêche ce développement. Il parle de paix avec justice, mais quelle justice existe-t-il quand le voleur est protégé et la victime abandonnée? La résolution 2730 sur la situation dans l'Est du Congo, votée à l'unanimité, souffre d'une mise en œuvre léthargique. Pourquoi? Parce que cette résolution ne nomme pas le Rwanda comme agresseur. Elle n'impose aucune sanction.
Elle ne mandate aucune action militaire pour expulser les forces d'occupation. Elle se contente d'appeler les parties au dialogue, comme si nous étions face à un malentendu et non à une agression caractérisée. Pendant que Guterres prononce de beaux discours sur la paix avec justice à New York, les bombes continuent de tomber sur la RDC. Les femmes continuent d'être violées comme armes de guerre. Les enfants continuent d'être recrutés de force dans les groupes armés. Et le coltan congolais continue de financer cette tragédie en transitant par Kigali vers les marchés mondiaux. Le troisième principe de Guterres concerne la réforme des institutions internationales. Il déclare que les solutions de 1945 ne régleront pas les problèmes de 2026 et que, si les structures ne sont pas à l'image de notre époque, du monde contemporain et de ses réalités, elles perdront leur légitimité. Perdront leur légitimité. Ce futur est intéressant, comme si cette légitimité existait encore pour nous. Comme si le Conseil de sécurité qui a laissé mourir 6 millions de Congolais sans réagir avait encore une quelconque légitimité à nos yeux. Guterres énumère les changements du monde. Chaque jour, la part du PIB mondial détenu par les pays développés diminue. Chaque jour, l'économie des pays émergents grandit en taille, en puissance, en influence. Il conclut que nos structures doivent être à l'image de ce monde en mutation. L'analyse est juste, mais elle s'arrête là où elle devrait commencer. Qui bloque cette réforme? Et pourquoi l'Afrique, continent qui subit 70% des décisions du Conseil de sécurité, reste-t-elle exclue du cercle décisionnel? 54 États membres africains, le plus grand bloc régional de l'organisation. Nous fournissons la majorité des contingents des opérations de maintien de la paix. Nos soldats meurent sous le drapeau bleu de l'ONU. Et surtout, près de 70% des dossiers traités par le Conseil de sécurité concernent des situations africaines. 7 dossiers sur 10 au Conseil parlent de l'Afrique. Il décide de nos frontières, sanctionne nos dirigeants, autorise des interventions militaires sur notre sol, impose des embargos sur nos armes pendant que nos agresseurs s'arment librement. Et pourtant, l'Afrique n'a aucun siège permanent, aucun droit de veto, strictement zéro. Le consensus d'Ezulwini, adopté par l'Union africaine en 2005, réclame depuis 20 ans 2 sièges permanents avec droit de veto et 5 sièges non permanents pour l'Afrique. 20 ans de demandes, 20 ans de promesses, 20 ans de rien. Pourquoi cette réforme ne se fait-elle pas? Parce que toute modification de la charte nécessite l'accord des 5 membres permanents. Ils ont donc un veto sur la réforme du veto. C'est un cercle vicieux parfait, une forteresse imprenable où le droit international s'arrête à la porte des 5 grands. Le vice-président nigérian, Kashim Shettima, a rappelé une vérité historique dérangeante. En 1945, quand l'ONU a été créée, le Nigeria n'existait pas en tant qu'État souverain. C'était une colonie britannique de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Nigeria compte 236 millions d'habitants et deviendra bientôt le 3e pays le plus peuplé au monde. Pourtant, il a moins de pouvoir institutionnel que le Royaume-Uni, dont la population décline. Cette anomalie historique n'est pas un oubli. C'est le fondement même du système. Le Conseil de sécurité a été conçu en 1945 pour figer l'équilibre des puissances de l'après-guerre. Les vainqueurs se sont accordés un privilège éternel. Ils ont verrouillé le système de l'intérieur en s'assurant qu'aucune réforme ne pourrait se faire sans leur accord unanime. Guterres le sait. Il le dit avec ses mots diplomatiques quand il avertit que ceux qui tentent aujourd'hui de s'accrocher à leurs privilèges risquent d'en payer le prix demain. Mais il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas nommer les coupables. Il ne peut pas exiger publiquement que les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France renoncent à leur veto ou l'étendent à d'autres. Pour le Congo, cette exclusion a des conséquences mortelles. Notre siège au Conseil de sécurité pour 2026-2027 ne change pas l'équation fondamentale. Nous n'avons pas le veto. Nous ne pouvons pas bloquer les décisions qui nous nuisent, ni imposer celles qui nous protègent. Notre présence est symbolique dans une institution où le pouvoir réel appartient à 5 pays qui l'exercent pour leurs intérêts et ceux de leurs alliés. Imaginons le scénario suivant.
Une résolution est présentée au Conseil pour sanctionner le Rwanda pour violation de la charte. 14 membres votent en faveur, y compris la RDC, la Somalie et le Libéria qui forment le A3 africain. Mais les États-Unis ou le Royaume-Uni opposent leur veto parce que le Rwanda est leur allié stratégique. La résolution meurt. Fin de l'histoire. Voilà pourquoi le discours de Bouter sur la réforme est creux. Tant que l'architecture du pouvoir reste inchangée, tant que 5 pays disposent du droit de vie ou de mort sur toute résolution, tant que l'Afrique reste exclue malgré 70% des dossiers la concernant, les belles paroles resteront de la rhétorique vide. Nous voici arrivés au terme de cette confrontation entre les priorités 2026 d'Antonio Guterres et la réalité congolaise. Que reste-t-il pour le peuple congolais après cette allocution du secrétaire général? Une certitude brutale. Le Conseil de sécurité ne protégera jamais le Congo tant que le Rwanda bénéficie de la protection américaine et britannique. Cette protection n'est pas accidentelle, elle est stratégique. Le Rwanda sert d'intermédiaire dans l'extraction de nos minerais à prix cassés. L'instabilité qu'il entretient dans l'Est permet ce pillage organisé. Et tant que ce système sera rentable pour tous, sauf pour nous, il perdurera. 30 ans que l'Est brûle, 30 ans que les mêmes rapports d'experts de l'ONU documentent la même agression rwandaise, 30 ans que les mêmes résolutions creuses sont votées sans jamais être appliquées, 30 ans que la MONUSCO observe les massacres sans intervenir malgré des milliards de dollars dépensés. Le menu à prix fixe que Duterte défend n'existe que pour ceux qui n'ont pas le privilège du veto ou la protection d'un membre permanent. Le Rwanda viole l'article 2, paragraphe 4 de la Charte depuis 1996 et ne subit aucune sanction contraignante. Mais si le Congo exerçait son droit de légitime défense, nous serions sanctionnés en 48 heures. La paix avec justice qu'il invoque est appliquée à géométrie variable. Les accords de Washington, signés le 4 décembre 2025, ont été violés le jour même. Le M23 a maintenu son contrôle. Les 4000 soldats rwandais sont restés. Et le Conseil n'a pris aucune mesure contraignante contre le Rwanda. La réforme institutionnelle qu'il appelle de ses vœux est bloquée par ceux qui devraient la mener. L'Afrique, continent concerné par 70% des dossiers du Conseil, reste exclue de tout siège permanent et de tout droit de veto, malgré 20 ans de demande. Le discours de Guterres diagnostique correctement les mots. L'érosion du droit international, qui se déroule en 4 cas. L'impunité croissante, le pillage des ressources. Mais il ne peut pas prescrire le remède, car ce remède exigerait de retirer le pouvoir de veto aux 5 membres permanents, ou au minimum de l'étendre à l'Afrique. Et cela, aucun des 5 ne l'acceptera volontairement. Notre siège au Conseil de sécurité pour 2026-2027 est une tribune pour documenter leur hypocrisie. Chaque vote, chaque discours, chaque intervention doit rappeler au monde que le double standard n'est pas un accident. C'est le mode de fonctionnement normal du système. Mais surtout, nous devons regarder au-delà de l'ONU. Les BRICS offrent une alternative financière. Le G20 où l'Union africaine siège fonctionne par consensus sans veto. Ces plateformes démontrent qu'un autre modèle est possible. L'Afrique doit envisager l'ultimatum, suspendre notre participation jusqu'à l'obtention de sièges permanents avec droit de veto. 54 pays qui quittent représentent 28% de l'Assemblée générale et 70% de l'agenda du Conseil. Ce serait un séisme qui forcerait la réforme. La vraie question n'est plus de savoir si le Conseil de sécurité peut protéger le Congo. La vraie question est de savoir si le Congo et l'Afrique peuvent se protéger eux-mêmes en construisant des alternatives au système actuel et en utilisant leur poids collectif comme levier de changement. Le secrétaire général nous demande de ne pas baisser les bras. Mais il faudrait d'abord qu'il nous explique pourquoi nous devrions encore croire aux promesses d'une institution qui nous a abandonnés pendant 3 décennies. Une promesse non tenue pendant 80 ans devient un mensonge. Le temps des beaux discours est révolu.
le temps de l'action stratégique collective africaine est venu. Nous vous remercions d'avoir suivi cette analyse sur Inside News Review. Nous vous invitons à poursuivre la réflexion, à partager ce questionnement, à débattre de ces enjeux cruciaux pour l'avenir de notre nation et de notre continent. L'avenir de l'Afrique ne se décidera pas à New York. Il se décidera à Addis Abeba, à Kinshasa, à Nairobi, à Pretoria, par nous, pour nous. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine analyse. Que la paix et la justice guident notre nation.